La soirée des décisions partagées, un nouveau pay-per-view perdu en altitude, un main event qui délivre tout de même toutes ses promesses pour sauver le reste. On va discuter des décisions de Bautista contre Aldo et celles du co-main event et bien évidemment analyser ce qu'on a vu et trouvé d'intéressant entre Pereira et Roundtree juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors Brian, avant de commencer, j'aimerais qu'on redéfinisse d'abord un vol. C'est quand c'est scandaleux, parce qu'encore une fois, on a des décisions qui sont sur des combats assez partagés et on entend que ça crie au vol. Il faut toujours être un peu plus professionnel dans son utilisation du mot vol ou scandale. Je propose qu'on commence par ordre chronologique. Donc, on va d'abord parler de Aldo contre Bautista et on va se mettre d'accord pour être efficace dans ce podcast. Tout le monde, ou grosso modo tout le monde, est d'accord sur comment scorer le premier et le deuxième round. Le premier, c'est pour Bautista. Le deuxième, c'est pour Aldo. Les discussions viennent sur le troisième round. Comment est-ce que toi, tu l'as scoré? Ah bah j'ai même pas regardé. J'ai regardé le combat. J'ai dit Ok. bah c'est nickel, Aldo a gagné. J'ai même pas regardé la décision. Et donc pour moi, pour moi c'était Aldo, tu vois, troisième round. Je dis bon voilà. Et puis après je vois qu'il y a eu un vol. Je dis qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc voilà. Honnêtement, j'avais pas l'ombre d'un doute sur le troisième round. Alors, moi, je vais te le justifier comme ça. L'événement a eu lieu en 2015. Ouais, mais je te l'ai dit, hein, moi je me croyais en 2000 là. On est encore comme c'est des scorings qu'on a encore en Hollande quand on va dans des vieilles organisations, tu vois, avec des vieilles fédérations, quoi. Ouais, parce que moi, la façon dont je vois ce troisième round, ça touche pas beaucoup d'un côté comme de l'autre, mais on a quand même un avantage Aldo. Ah bah Là ouais. où Bautista arrive à un tout petit peu toucher, c'est au clinch, mais euh, c'est vraiment pas des frappes très très fortes. Enfin, quand je dis au clinch, c'est voilà, lutte à la cage, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, Il y a un vrai temps de contrôle du côté de Bautista, mais le temps de contrôle, ça fait partie du troisième critère qu'on ne regarde pas si on arrive à différencier dans le premier ou le deuxième critère. Et pour moi, le premier critère, c'est pas extravagant pour Aldo, mais Oui, il touche plus. Il mais c'est touche plus. suffisant, oui. C'est suffisant, voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est largement suffisant. Même sur la définition même du côté offensif, du côté combat, ce troisième round, il y en a un qui voulait échanger et se battre et l'autre qui voulait pas, quoi. C'est ça. Donc même si tu donnes une égalité sur le premier critère, pour rappeler, on va pas refaire les scoring de critères ici, les critères de scoring ici, il y a une triple vidéo sur Fight Minds que vous pourrez trouver sur l'écran de fin pour savoir comment scorer un combat de MMA. Le premier critère, c'est striking and grappling efficiency. Et tu regardes le deuxième critère uniquement si tu considères que tu n'arrives pas à départager les deux combattants sur ce premier critère. Le deuxième critère, c'est effective aggression. Et elle est du côté de Aldo, c'est même pas Ouais, discutable ça. c'est indiscutable, oui. Donc, tu peux même pas donner ce round à Bautista parce que tu considères qu'il a plus de contrôle. Si tu donnes ce troisième round à Bautista, ça veut dire que tu t'es arrêté au premier critère et que tu as considéré qu'il a été plus efficient dans son striking et son grappling. Alors ouais. Alors il y a quand même, je pense que c'était Daniel Cormier qui faisait les commentaires. Ouais. Qui disait Aldo, il va falloir qu'il se dépêche, il a scoré déjà 2 takedowns. Hein? Ouais, mais ça, j'ai toujours dit, et je me demande si je le dis Mais pas lui, dans cette vidéo explicative. mais lui, Daniel Cormier non, mais il est et éclaté. Dominique Cruz, Non, ils sont éclatés. Oui, je suis d'accord. ils sont éclatés pour les scorings. Mais, C'est oui, bien sûr. aberrant. C'est Mais moi, aberrant. quand il dit ça, je rigole, et puis quand je vois la décision, bah, je rigole moins, tu vois. Ouais, mais et le pire, c'est que tu te dis, Et lui, de un dire, an, bah oui, j'avais raison, tu vois. Enfin, un- un- mais tu vois, ça se trouve, il y a deux juges qui pensent comme Daniel Cormier. mais Genre, il a tiré un pied, il est tombé, enfin, ça a duré 2 secondes, quoi, tu vois. Il a c'est posé. un des nombreux problèmes par rapport au scoring en MMA. Même un ancien double champion de l'UFC ne sait Ouais, pas mais comment ça score. après, il combattait dans l'ancienne génération, et donc il peut Ouais, être, entre guillemets,
bloqué, tu vois, en 2015. Attends, non, mais le dernier combat de Daniel Cormier, c'est après 2017. On est sur les nouveaux scoring, tu vois. Oui, bien sûr. Donc il y a un problème là-dessus. Et Dominique Cruz, il est encore actif. Donc et c'est un ancien champion aussi. Ouais. Et qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'aient pas cette connaissance dans le rôle de commentateur qui plus est, et qu'il n'y a Mm. personne qui est allé chez eux en Marc Non? Godard ou quoi, qui dit les Oui, gars, bien sûr. vous faites Mais une bon, bête. peut-être que pour eux, peut-être que pour les Américains, un takedown, scoré ou pas, c'est de l'effective grappling, tu vois. Ah mais ça c'est quand même écrit noir sur blanc dans le Mais oui, scoring. oui, je sais bien, je sais bien. C'est ce que tu fais avec ce takedown qui compte. C'est pas le Ouais, takedown qui compte. bien sûr, bien sûr. Regarde, moi j'ai les stats ici hein, sur ce troisième round. On a 17 frappes à 10 pour Aldo. Alors tu te dis, ok, c'est pas un gros écart. 14 frappes à 3 à la tête, ce qui signifie que sur les 10 frappes de Bautista, il y en a que 3 à la tête et 7 qui sont au corps et aux jambes. C'est les petits Et coups de genoux, là, les trucs comme ça, là. voilà, c'est les petits coups de genoux pour rester actif à la lutte à la cage. Tu peux même pas le classifier dans du effective striking, tu vois. Ça n'a aucune. Enfin, on n'a jamais vu quelqu'un, waouh, ma jambe, et puis se faire mettre TKO sur un petit coup de genou à la cuisse, tu vois ce que je veux dire? Non, C'est pas c'est effectif. c'est arrivé une fois quand Adesanya a fait semblant à la fin du 5e round contre Vettori, là où il tombe, il fait ah à la fin du combat. Non, mais voilà. Donc non, personnellement, moi, ce troisième round, comme je vous l'ai dit, hein, j'allais même pas regarder la décision. Pour moi, elle était relativement claire. Il n'y avait pas trop besoin de discuter. Donc vraiment très étonné. Je pense que tout le monde a été étonné. J'ai écouté rapidement Dana White, hein, qui trouve ça entre guillemets scandaleux. Et alors un terme peut-être qui n'est pas familier à tout le monde, ce qu'on appelle le stalling. C'est Ouais. vraiment une sorte d'anti-jeu comme ça, de bloquer, de refuser le combat. Mhm. Et là, on était clairement dans du stalling qui est une situation de combat qui est, comment on appelle ça, sanctionnée dans d'autres disciplines, tu vois. Ouais. En grappling, c'est sanctionné, en lutte, ça l'est. Et là, ça ne l'est pas. Au contraire, on a des juges qui favorisent. Qui disent, c'est bon, Exactement. Et ça, t'as gagné. C'est ça c'est intéressant. c'est un débat que j'aime bien avoir parce que ça me dérange pas que dans les règles, on puisse avoir du temps de contrôle comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut effectivement que les juges soient un peu mieux formés en disant si c'est que du temps de contrôle, ça va pas compenser les petites actions qu'il y a eu à distance de pied-point avant. Et donc, on favorise Aldo parce qu'alors, sur le long terme, les gens se disent, OK, je peux aller stoller, mais il faut qu'après je fasse quelque chose. Je peux stoller pendant 30 secondes, mais après ces 30 secondes, il faut que je produise quelque chose d'offensif pour pouvoir prendre le round. Donc moi, d'un point de vue règle, ça me dérange pas si les juges sont mieux éduqués à comment scorer ce genre de round, ce qui n'est pas le cas, on l'a vu cette nuit, ou bien on change les règles et on a des arbitres qui sont beaucoup plus proactifs sur on sépare l'action. J'aime moins cette idée parce que là, c'est vraiment vouloir plaire aux fans casuels et c'est un peu genre celui qui défend un peu à la place d'Aldo, il peut se contenter de juste défendre passivement. C'était ce qu'avait utilisé comme terme Aldric quand il définissait aussi Imavov contre Allen. Alors que j'aurais préféré voir un Aldo un tout petit peu plus engageant dans sa volonté de sortir de ces situations. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est vrai que ça peut être questionnant parce que tu sais qu'il reste peu de temps, mais voilà, il sait aussi que 20 secondes doivent faire la différence. Il sort, 10 secondes à la fin, il sort de la situation, il remet 3-4 frappes face à quelqu'un qui est très fatigué. Euh, J'imagine que José Aldo aussi était fatigué, tu vois. Ouais. Sauf que dans un état de fatigue, avancé pour les deux, on a un José Aldo qui était quand même pour moi beaucoup plus effectif, quoi, qui avait encore un peu de jus. Ouais. Donc la question du stalling, en fait, le problème du stalling, c'est c'est difficile de savoir quand on est dans du contrôle, que l'on retrouve en grappling, où tu obtiens des points notamment en bloquant la situation et en contrôlant, et avoir cette recherche d'avancer ses positions. Donc effectivement, il y a la question du décompte, mais il y a aussi la question, entre guillemets, de l'intention, tu vois.
Ici, Euh, je pense que Bautista c'était un bon choix stratégique. Je crois qu'il était très fatigué et que effectivement, Aldo, il est tellement difficile à amener au sol hmm. que c'est pas bête, c'est même plutôt intelligent de faire un peu ce que Merab a fait, c'est-à-dire initier la lutte, mais pas pour amener au sol, pas pour se fatiguer à essayer d'amener au sol, mais pour justement prendre ces minutes de contrôle qui sont encore trop valorisées par les juges. Et de l'autre côté, ça c'est peut-être le défaut d'Aldo, c'est il a une lutte défensive tellement exceptionnelle qu'il n'a pas de système anti-lutte et qu'on a l'impression qu'il accepte peut-être trop facilement d'être un peu dans ces situations de lutte où il est collé à la cage parce qu'il sait qu'il va pas se retrouver sur ses fesses et ça le rend euh, moins entreprenant dans je veux rester le maximum de temps à distance. Ouais, C'est peut-être ça. Tu vois, quand t'as trop confiance en ta takedown defense, tu t'en fous un peu plus que le gars vienne te coller. Alors que si tu as un sol exécrable ou une takedown defense pas terrible, tu es un peu en mode même clinch is lava, il faut que je te tienne à distance et il faut que je produise en jeu que à ouais. distance. Donc c'est peut-être ça le Mais, petit point qui a manqué ici. mais là, on est en train de réfléchir sur une décision qu'on trouve tous scandaleuse, tu vois. Ouais, Donc, J'ai ouais, j'ai du mal à venir critiquer José Aldo sur ce qu'il aurait dû faire, ouais. quand pour la grande majorité des gens, il aurait dû prendre ce troisième round. Tu vois, on aurait une victoire de José Aldo, comme tout le monde l'attendait à la fin de ce troisième round. Je pense pas qu'on viendrait dire, oui, il aurait dû sortir plus vite, il aurait dû sortir plus tôt. Pour moi, c'était bien géré ce troisième round. Ouais. Il touche plus, il connecte plus aux yeux de la majorité des gens et vis-à-vis de l'essence même des règles de 2017, il gagne ce troisième round. Les juges ont vu autre chose parce qu'ils sont peut-être restés bloqués, comme tu le disais, en 2015. Mais ça, le problème, c'est pas la faute d'Aldo, tu vois. Non, non. Par contre, si on isole ce combat-là, c'est pas la faute d'Aldo. Mais il a déjà perdu à cause de Oui. ça contre Merab. Donc, Mm. voilà, il y a peut-être cette modification d'approche qui pourrait faire une grosse différence quand même, parce que, ok, là, on peut pas trop lui reprocher dans ce combat-ci, mais au final, s'il avait un tout petit peu moins touché debout, il y aurait peut-être eu la même fin de troisième round et on aurait quand même eu ce débat en mode la décision n'est pas scandaleuse et l'erreur est là. Donc, s'il doit tirer une leçon, c'est ça pour la suite. Ici, Ah c'est oui, c'est peut-être, sûr, enfin voilà. c'est sûr. Ici, clairement, on peut râler sur la décision. Pour moi, on peut utiliser le mot vol ici parce que par rapport aux critères, et ça va peut-être faire la bonne transition si on a fini ce sujet Mm. vers Pennington Pena. C'est pas une question de perception des juges, c'est pas une question d'angle ici, c'est vraiment une question de connaissance des règles, selon moi, des connaissances du scoring. Ouais, je suis assez d'accord hein, sur ça. Je Mm. suis assez d'accord que ça pose question sur les règles. Et effectivement, les juges ne sont pas infaillibles. euh, Ça, c'est sûr. Et je pense qu'ils sont quand même relativement nombreux et c'est quand même beaucoup de règles à connaître et à maîtriser. Donc pour moi, oui, il y a des erreurs, clairement. Ouais, c'est ça. En fait, j'essaie toujours de compenser un peu ou de nuancer toujours ce propos. C'est juge, c'est un rôle extrêmement difficile. Ouais. Ça, j'en ai pas là-dessus. C'est extrêmement difficile. Mais la responsabilité qui est liée à ce rôle est énorme ici. Ça change une carrière, ça change une vie. Mm. T'es d'un côté de la décision versus de l'autre côté de la décision, ça peut vraiment changer tout le cours de la suite de ta carrière et donc de ta vie pour ceux qui font des belles carrières. Donc Mm. la responsabilité est tellement haute que à un moment faut faire quelque chose. Non. Tu peux pas Ouais, et changer puis, les règles et puis avoir des juges qui sont frileux parce que les fans n'ont pas l'habitude ou n'ont pas lu les règles. Non, à un moment, non, tu les dois être. règles sont celles sur lesquelles les athlètes combattent, même si des anciens doubles champions ne les connaissent pas et combattent un peu Bah comme ils ouais, le mais c'est veulent. pas leur taf, quoi. Ouais, c'est pas, voilà. C'est pas leur boulot de connaître les règles sur le bout des doigts, de se rappeler effectivement toutes les choses bien dans l'ordre, tu vois, et, Mhm. euh, et puis de bien avoir en tête les changements qu'il y a eu. Et moi, pour moi, un juge, il doit relire ses règles tout le temps, il doit les connaître parfaitement, par cœur. Et je pense pas que ce soit le cas tout le temps, quoi. Ah non, là j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le cas. Et autant les athlètes, on peut les excuser sur certaines de leurs performances hier soir parce que c'est en altitude, autant pas les juges. Manquait peut-être d'oxygène dans leur cerveau, j'en sais rien. Ouais. Bon, on transite sur le co-main event. Donc ici, pareil, on va essayer d'être efficace. Euh,
le round qui pose problème, c'est le numéro 1. Le 2, le 3, je pense que tout le monde le score pour Pena. Oui. Le 4 et le 5, tout le monde le score pour Pennington. Et le premier est assez serré. Moi, je t'avoue que je le donnais pour... Moi, je le donne Pennington. Mais voilà, Je pense, Là, là, c'est une question de les... perception. Ouais, Là, c'est je une pense question que de les juges perception. sont endormis, tu vois, sur ce premier round. Dès le premier round, moi aussi, je me suis endormi, donc je comprends, tu vois. Ah, Fin bâtard. du premier round, je dis, vas-y, vas-y, plouf. Franchement, il était nul ce premier round, on est d'accord. Ah bah oui. Donc bon, bah je peux pas leur en vouloir, tu vois. J'aurais peut-être plouffé Peña et voilà. Ouais, bah écoute, moi la façon dont Non. je vois donc la première question qu'on se pose quand t'as un round serré comme ça, comme on pouvait se poser pour Aldo, c'est est-ce qu'il y a des frappes qui sortent du lot en termes d'intensité? Tu vois, par exemple sur Aldo contre Bautista dans le troisième round, il n'y a pas de frappe qui sort du lot, mais s'il y en a qui sortent du lot, c'est du côté de Aldo. Et donc c'est pour ça qu'il a le volume, il a l'intensité. Pourquoi tu lui donnes pas ce troisième round juste parce que l'autre il a un peu de contrôle? Ça c'est très bizarre. Ici dans ce premier round entre Pena et Pennington, j'ai 3 frappes à 1,5 qui sont un peu percutantes du côté de Pennington. Et en termes de volume, j'ai vu grosso modo la même chose. Quand je regarde les stats, c'est un peu à l'avantage de Pena. Peña, je crois. Donc voilà, tu as les meilleures frappes, mais c'est pas un gros écart qui vont à l'avantage de la championne. Tu as le volume qui va à l'avantage de Pena. Sur la gestion de l'espace, tu vois, si tu veux aller dans le deuxième critère, petit avantage Pennington au début, mais après c'est Pena qui le reprend un peu. Faut être Et il n'y a pas eu de concentré, contrôle. quoi, hein. Voilà. Faut vraiment être concentré là sur ce que tu me parles parce que Ouais. j'ai regardé 2 fois le round, hein. Franchement, même à la deuxième fois, c'était dur, quoi. Ouais, c'est dur à scorer. Voilà. Et là, c'est vraiment une question de perception. Là, c'est une question d'angle. Ouais. T'as 2 grosses frappes de Pennington qui sont à l'opposé de la cage et puis la grosse frappe de Pena qui est de ton côté. Bah ouais, je peux concevoir que tu le donnes à Pena. Donc là, j'ai un peu moins de mal. Par contre, je pense que c'est très intéressant sur ce combat de faire quelque chose de très clair sur la légende urbaine. On favorise le champion. Là, clairement, c'est bien la preuve qu'on favorise pas le champion. C'est écrit nulle part que c'est au challenger à aller chercher la ceinture. Ici, que les choses soient claires, parce que j'ai déjà entendu beaucoup cet argument, qui n'est pas du tout un argument. On l'entend de moins en moins quand même. Hein. On l'entend de moins en moins, mais je l'avais encore entendu l'année passée. Tu vois, sur la vidéo que j'avais sortie, donc l'année passée, sur comment scorer. Après ça, il y a encore des gens qui disaient sur les combats serrés, dans les combats pour le titre, non, mais c'est normal. C'était serré, mais on a laissé le champion être champion. Ça n'existe pas, les gars. Voilà, cette légende, on l'éteint aujourd'hui, grâce à ce combat notamment. On favorise pas le champion. Quand c'est toi qui le dis très bien, quand le combat commence, la ceinture est remise au centre. Il n'y a plus de champion. La ceinture est up for grab, comme on dit en anglais. Voilà, c'est le coin bleu contre le coin rouge. Il n'y a pas de le champion contre le challenger. Ok, je pense qu'on va pas faire trop long. Bah oui, franchement, sur ce combat-là, je pense que les téléspectateurs, derrière un écran, on a en grande majorité vu Pennington sur ce premier round. Maintenant, voilà, sur le bord de cage, on a deux personnes sur 3 qui ont vu Peña. Peut-être que, je sais pas, à écouter dans l'intensité. Donc voilà, pour moi, ça reste... c'est pas un vol du tout. C'est vraiment pas un vol du tout. Ça aurait pu être une égalité même d'ailleurs sur ce premier round. Ça aurait pas été déconnant, hein, vu le... Clairement, le 10-10, là, il y a moyen. C'est vraiment dur à scorer, quoi. Ouais, c'est le genre de round où tu te dis, le 10-10 peut avoir sens parce que, comme je l'ai dit, difficile de différencier sur le critère 2. Il n'y en a pas une qui était vraiment plus agressive que l'autre. Le critère 3, non, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gestion d'espace réellement qui va à l'avantage de l'une ou l'autre. Donc les deux derniers sont à égalité et le premier est très serré comme on vient de le dire. Donc ouais, ce round-là à 10-10 ne m'aurait pas du tout dérangé. Par contre, ça c'est très rare. Hein. 100% des médias donnent la victoire à Pennington et 82% des fans donnent la victoire à Pennington. Ouais, mais les médias, les fans, etc. C'est pour ça que je parlais des spectateurs, tu vois. Ouais, donc ça veut dire qu'à la caméra, ça paraît quand même, voilà, ça paraît plus à l'avantage de Pennington. Pour moi, la deuxième fois que j'ai regardé, je voyais plutôt Pennington parce que c'est elle qui touche un petit peu plus, mais faut être concentré pendant 5 minutes, quoi, hein, pour voir 3 coups, 4 avec ceux de Peña, tu vois. Mais oui, une grande majorité des spectateurs voyaient Pennington. Après, je pense que Pennington est beaucoup plus apprécié que Peña, donc tu as aussi ce biais potentiel.
Ouais, en tout cas, Peña, on va peut-être le dire comme ça, Peña est plus détesté que Ah, je Pennington. savais pas. Je savais pas. Ouais, toi, c'est parce que tu tu t'en fous un peu plus. Peut-être. Peut-être. Allez, main event. Par où commencer? Moi, j'ai bien aimé. Moi, Oui. franchement, j'ai bien aimé. On va peut-être commencer par Roundtree aborde bien le combat, mais et c'est un gros mais selon moi, et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, parce que c'est un peu de toi que je m'inspire en disant ça. Si tu n'as pas la capacité de faire ce que tu as fait sur les 2 premiers rounds sur 5 rounds, à quoi bon faire ça? Soit alors tu es plus dans la mesure pour être capable de faire ça pendant au moins 3 rounds et survivre les 2 derniers, ou alors tu vas encore plus dans l'agressivité pour aller chercher un finish. Mais rentrer dans un combat où tu es capable de prendre 2 rounds sur 5, euh, bof, je sais que c'est une mauvaise critique parce que Roundtree fait un très bon taf, respect à lui, vraiment. Mais voilà, il faut pas non plus sauter de. Ouah, c'est exceptionnel, il a pris 2 rounds. Ouais, mais si tu prends 2 rounds et tu te fais allumer sur le troisième et tu te fais éteindre au quatrième, c'est ce que tu avais dit sur BSD aussi. Tu prends le premier round contre Poirier, mais si après t'es pas capable de surfer sur cette vague, ça a pas autant de valeur que ça. Ouais, pour moi, c'est un peu compliqué, effectivement. Tous les, il a pris un round, il a pris 2 rounds quand tu te fais éteindre après, tu vois. Surtout qu'on a bien vu que la stratégie de Pereira, c'était de pouvoir mettre de la pression. Un de nos auditeurs l'a confirmé, il est venu en avance. Donc il avait prévu aussi de faire ses 5 rounds. Et on en a déjà parlé dans les analyses d'Alex Pereira. C'est quelqu'un qui est capable d'accepter stratégiquement de perdre des rounds pour éteindre en fin de combat. Donc d'exploiter tout le potentiel d'un 5 rounds. Et là, ça a été le cas, parce qu'il le met KO au quatrième, tu vois. Donc oui, effectivement, à quoi bon gagner... Enfin, oui, tu gagnes 3 rounds, tu te fais éteindre au quatrième ou au cinquième. Bah, pour moi, soit tu es rentré dans le jeu Mhm. de l'adversaire, mais tu peux pas revenir en disant ouais, j'allais gagner le combat, tu vois. Ouais, ou j'ai même lu quelque part, si c'était en 3 rounds, il aurait gagné. Bah oui, mais en même temps, Alex Pereira n'aurait pas Non, mais attends. combattu de cette manière non plus. Oui, mais après, c'est pas déconnant. Mais encore une fois, dès que c'est un combat en 3 ou en 5 rounds, c'est plus du tout les mêmes dynamiques. Ouais. Et ça se trouve, t'as des amateurs, on en a déjà parlé, 3x3, qui seraient meilleurs que des gars à l'UFC qui sont bons sur un 3x5, tu vois. Tout à fait. Que c'est pas du tout les mêmes intensités. Ouais. Donc, pour moi, il a fait un très très bon quand même début de combat, c'était plutôt pas mal. Mhm. Il y a eu pour moi une erreur de Pereira qui a failli lui coûter cher sur cet high kick Ouais. qui tape le haut du crâne et puis il continue le mouvement, il se retrouve de dos et il se prend un crochet. Il fait Ascenseur. Ouais. un petit ascenseur comme ça c'est des choses, enfin voilà, ce pourcentage de chance, ce pourcentage d'upset, il était quand même relativement proche à ce moment-là, hein. Ouais. J'étais assez étonné de voir un Alex Pereira qui a au final très peu utilisé les calf kicks, j'ai trouvé. Ouais, je crois que c'est dans le troisième round. Je vois il était à 11-4, un truc comme ça en termes de leg kick. Donc ouais, Non, mais sur le premier et le deuxième. ouais, attends, j'ai regardé, j'ai les stats ici. Il en envoie 5. Il y en a 5 sur 6 qui touchent dans le premier, 5 sur 7 qui touchent dans le deuxième, 4 sur 5 dans le troisième, 4 sur 4 dans le quatrième. Donc c'est une moyenne basse pour Alex Pereira. Sur Ouais. low Low kick. kicks, mais sur les Ouais. calfs, jambes extérieures. Je me Ah, mais rappelle. c'est ça, hein, enfin bon, UFC stats, leg Ouais, kick. oui, mais ouais. Voilà. Mais voilà, moi je m'attendais à plus de travail. Il a utilisé beaucoup plus ses high kicks. Je trouve qu'il le faisait beaucoup moins. Je sais pas Ouais. si c'est sa dernière victoire qui l'a mis un peu dans la confiance. Mhm. Mais voilà, par contre, ce jab, je pense que la Ça vient de là, pression. hein. Ça Ah, vient de voilà. là. Ouais. Voilà, travail de pression, ce travail de jab qui a été voilà, tranquille, lent et cadrage. J'ai vraiment apprécié. Et Ouais. puis bah alors je pense que tout le monde a apprécié, hein, au troisième, quatrième round, la capacité à rentrer, sortir, pour pouvoir voilà, connecter et trouver ce finish. Là, ça devenait vraiment très très bon et encore plus exploité dans un adversaire qui commence à fatiguer et qui va chercher le coup dur pour essayer de pouvoir gagner, quoi. Ouais. Et ça, bah oui, c'est ce qui différencie souvent des très bons strikers de strikers d'élite. Et on en a encore la preuve
on en a encore eu la preuve cette nuit, quoi. Ouais, je pense, honnêtement, ça se sentait venir vers la fin du deuxième round. Tu voyais un Roundtree quand même qui commençait, je vais pas dire à surengagé, mais qui venait chercher de plus en plus loin avec son Mm. bras arrière et qui faisait ses petits double step comme ça. Et on sentait le bras arrière de Pereira qui allait sortir à un moment en Mm. contre parce qu'il allait avoir cette lecture. Et il a juste été patient. Je pense que dès qu'il a senti que Roundtree commençait à diminuer, que son Mm. rythme commençait à diminuer. Lui, il a augmenté. Donc ici, c'est vraiment une question de patience et de rythme, selon moi, pour Ouais, ouais, ouais. Pereira. Tu l'as souligné, le jab, ça part de son jab, ça part Ah du ouais. contre avec son bras arrière aussi. À un moment, il y a une superbe séquence où il envoie son jab, il attend le contre avec le bras arrière de Roundtree, il passe derrière, il remet un direct et il repasse derrière le deuxième bras arrière de Roundtree, c'est superbe. Il a varié l'angle sur son bras arrière, il envoyait de temps en temps en ligne, de temps en temps en crochet, de temps en temps en uppercut. Ouais. Il suivait son bras arrière avec son crochet uppercut un peu spécial. Là, ça n'a pas connecté clean, mais le danger était là, ce qui Il y a mettait Je crois qu'il a fait un petit hand trap à un hand moment. trap. Je l'ai noté, magnifique hand trap, Ah un ouais. peu à la, c'est quoi, Overeem qui l'utilisait beaucoup, Fedor qui l'a utilisé aussi. C'est vraiment venir ouvrir la garde de l'adversaire du côté où on veut frapper avec le bras arrière. Il l'a fait 2 fois, c'est splendide. Et ouais, je voulais reprendre la phrase qu'on avait dite dans l'analyse avant le combat, quoi. Alex Pereira, c'est un striker d'élite avec une vraie capacité à construire un jeu pour délivrer un KO, que ça soit dans le premier ou le 5e round. Et là, il l'a prouvé, quoi. Il a construit son KO. On sentait qu'il voulait peut-être commencer à le chercher dans le 3e. Il a accéléré sur les dernières 90 secondes du 3e avec des genoux aussi qui commençaient à sortir. Et puis le 4e, il a vraiment accéléré. Et là, on sentait que quasi plus rien pouvait lui arriver et qu'il allait trouver ce finish. Le seul truc qui manque à son jeu, je l'ai mis sur Twitter. Imaginons un Alex Pereira qui a des coups de coude en plus, parce que dans le 4e, il y a vraiment un moment où il peut sortir un coup de coude au clinch et ça aurait éteint les lumières. Et on sent qu'il change ça en crochet plutôt. Voilà, s'il veut encore améliorer quelque chose dans son pied-point, c'est juste ajouter ses coudes. Oui, Et, mais il a rajouté les genoux au clinch aussi. Hein. Ouais, bah ça, il avait déjà les coups de genoux sautés du kickboxing. Oui, coup de genou sauté, mais d'aller chercher le clinch, ouais. le clinch taille pour quelqu'un qui vient du K1, tu vois, c'est un peu, c'est assez nouveau. Donc effectivement, on pourrait le voir rajouter ça au fur et à mesure de son évolution. Et quand même pour revenir sur un truc par rapport à Khalil Roundtree, parce que voilà, je sais que j'étais très critique sur mon entrée du sujet. Force est de constater qu'il a fait du bon travail quand même pour ce début de combat et stratégiquement, je pense qu'il y a des belles choses qui ont été faites. Qu'est-ce que tu retiens peut-être de ce qu'il a fait pour prendre les 2 premiers rounds à Alex Pereira? Parce qu'au final, on peut pas mettre ça sur le compte de Alex Pereira attendait qu'il se fatigue et c'est pour ça qu'il a eu l'opportunité de prendre les 2 premiers rounds. Il a clairement fait des belles choses offensivement comme défensivement. Moi, j'ai l'impression qu'il il a bien abordé le combat en mode dès que Pereira attaque, je désengage, je veux garder de l'espace derrière moi. Je veux pas me laisser acculer à la cage, pas trop me laisser cadrer et il attaquait sur des moments assez opportuns en couvrant pas mal de distance pour rentrer dans la différence de taille et d'allonge qu'il y avait entre les deux. Je trouvais ça plutôt bien. Il a pas eu peur de travailler en combinaison. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je crois que par rapport au niveau qu'il a, Khalil Roundtree, il pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait hier soir. Je crois, ouais, je crois. Moi j'ai noté qu'il n'empêche, il a un bon menton, hein, parce que Oh oui. franchement, il a pris des bonnes frappes. Il y a un moment où il passe un middle qui est plutôt solide, qui touche relativement bien. Et oui, et puis voilà, je pense qu'il avait des opportunités, il a tenté de les exploiter, c'est pas passé, mais ça aurait pu. On l'a vu à un moment donné, on en a parlé. Mais bon, clairement, je pense que on aurait pu avoir un upset, mais on aurait, enfin voilà, là, on va dire que ce qui s'est passé, c'est ce qui aurait dû se passer en soi, quoi. Il a fait un très bon combat, mais il n'est pas à son niveau, clairement, en striking. Et je pense qu'on le savait tous, hein, que à part un Lucky Punch entre guillemets, hein, Lucky Punch dans le sens où on a un Pereira là qui surengage un high kick, qui se retrouve de dos. C'est une opportunité, c'est vraiment de l'opportunisme, tu vois, mais normalement ça se présente pas à tous les coups, tu vois. Ouais, ben justement, respect à lui parce que voilà, ce contre, il est superbe. On peut mettre ça sur une erreur de Pereira d'envoyer un virgule kick, son premier virgule kick, je pense, à l'UFC.
Et ouais, le middle kick. Je pense que le middle kick dont tu parles, c'est dans le deuxième round. On voit un Ouais, Pereira d'ailleurs le troisième, reculer ouais. et se laisser porter par la cage pour Ouais, c'est revenir. ça. Là, c'est même pas une opportunité qu'il prend. C'est lui qui a construit son jeu pour pouvoir placer ce middle kick. Donc, respect à lui pour ça. Il est venu avec un jeu qui cherchait la victoire. Je sais pas quand il est venu s'acclimater à Salt Lake City. Clairement, il était pas parce que capable là, de Roundtree, tenir ce rythme. c'était vraiment Roundtree, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il avait jamais fait de 5 rounds. Le troisième, là, ça commençait à être dur, hein, physiquement. Ouais. Donc, il avait jamais fait de 5 rounds. Est-ce qu'il était venu s'acclimater, mais qu'il n'avait pas assez bossé sa capacité à avoir cette intensité-là sur 25 minutes? Est-ce qu'il avait cette intensité-là sur 25 minutes, mais au niveau de la mer, et il s'est pas rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir de combattre en altitude? On n'aura pas vraiment cette réponse. Par contre, comme tu l'as dit, on a eu un commentaire de quelqu'un qui a dit Pereira est venu 3 semaines à l'avance. Ouais. Et on l'a dit, hein, Pereira est celui qui a le meilleur fight IQ de la division. Alors c'est pas le plus beau compliment qu'on puisse lui donner parce que cette division-là, c'est pas là où on a le meilleur fight IQ moyen, que du contraire. Mais encore une fois, Pereira le fait. On a senti un José Aldo fatigué dans le troisième round, ce qui peut être décevant puisqu'il avait déjà combattu à Salt Lake City. Sa dernière défaite était à Salt Lake City. Il savait à quel point son corps réagissait peut-être mal à l'altitude. Donc là, on peut avoir une déception. Mais encore une fois, et ça fait peut-être ces événements en altitude, ce sera notre dernier sujet, mais moi, j'ai jamais été fan et je pense que je serai tout simplement jamais fan. Est-ce qu'on veut rajouter quelque chose d'autre autour du main event? Non, je crois pas. Moi, j'ai hâte quand même sur la suite. J'ai hâte de voir si ce combat, malgré la défaite, va faire progresser Roundtree, tu vois. J'ai l'impression, parce qu'on l'a dit, hein, qu'il est arrivé, qu'il semblait bien préparé. Moi, j'ai trouvé plutôt compétitif, plus que ce que je pensais. Ouais. Et au final, malgré cette défaite, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite pour lui, parce que je pense qu'il pourrait encore monter dans le classement et éteindre quelques gars au-dessus de lui. Donc ça m'a bien hypé pour la suite de sa carrière quand même. Ben, en fait, ça, tu prends ce combat en disant un peu comme on avait avec Steve Erceg. Tu vois, Steve Erceg, il était 11 quand il a affronté Pantoja. Il fait un beau combat et du coup, tu le remets contre quelqu'un de très haut classé en Kai Kara France. Bon, c'est pas passé. Donc ici, Khalil Roundtree, il est 8. Il perd contre le champion. Est-ce que tu le fais combattre contre le 4, par exemple, contre Blachowicz en te disant, OK, il a passé un cap dans sa carrière grâce à cette préparation? Ou bien tu dis, OK, tu lui donnes sa revanche contre Johnny Walker, puisqu'il a une défaite contre Johnny Walker. Ça fait 8 contre 9 actuellement. Ça peut faire sens aussi. Et là, tu le reconstruis de plus bas. Donc, je crois que les deux options font sens par rapport à Khalil Roundtree. Soit il a fait belle figure contre le champion malgré qu'il était 8, on le garde pour un profil haut dans le classement. Soit, comme souvent, tu le reconstruis d'en bas. Et le combat contre Johnny Walker, ça me déplaît pas non plus. Ça a été coupé, donc j'ai pas entendu ce que tu as dit. Ok, je répète, on va pas bouger ça au montage. En gros, je dis soit on fait comme on a fait contre Erceg. Oui. Bah écoute, alors moi je pense que ce serait plutôt un combat bien choisi, tu vois, par l'UFC. Pas forcément le vouloir se dire tiens on va le refaire remonter, parce que je pense que là la ceinture pour l'instant elle va pas être dans l'immédiat. Du tout, mais de regarder un petit peu au-dessus de lui qui serait un bon match-up et pour lui et pour le public, et puis voilà quoi. Pas un combat pour le faire monter et le faire monter trop vite pour une éventuelle ceinture après, puisque il vient de la faire. Ouais, c'est ça. Maintenant, en fait, je pense que son nom devient intéressant aussi aux yeux du grand public, et donc tu peux l'utiliser sur des main event de Fight Night, par exemple, face à un combattant bien sélectionné. Ok. Alex Pereira, voilà, on a déjà beaucoup discuté de la suite qu'on envisageait pour lui. Ça peut être en KLAF, ça peut être une montée. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire le mieux à faire, c'est contre John Jones si l'opportunité se présente. Il a dit qu'il voulait monter en poids lourd. En poids lourd. Il en a parlé à la fin, non? Ouais, oui. Donc, why not? Ouais, bien sûr. Moi, je suis pour. Et j'entendais quand même, on le redit, mais j'entendais encore des gens qui disaient que genre ils fuyaient en KLAF, mais on se rappelle, c'est en KLAF, il veut combattre à Abu Dhabi, quoi. Donc. Et il est pas en position d'avoir des exigences. Ça, c'est la réalité. Non, tu veux la ceinture, je suis désolé, mon ami, mais tu vas combattre, quoi. Ouais. Voilà.
Donc moi je suis pas contre, hein, je suis pas contre une montée. On n'a pas parlé du tout de son âge à Pereira, mais il a quand même 37 ans. C'est un truc de ouf. Et tu vois, quand on parle de prime, de trucs comme ça, j'ai l'impression qu'il est qu'on est en train. Alors je sais pas si on est en train de le vivre là son prime, tu vois. Mais c'est Mm. vrai que s'il peut se permettre de monter de KT, je pense que c'est vraiment le moment, tu vois. Ouais, les divisions plus lourdes, Ouais. on a de la performance plus âgée. On pense évidemment des middleweight, on pense à Michael Bisping, champion à 39 ans, qui a failli perdre d'ailleurs dans sa revanche contre Dan Henderson, qui était encore plus âgé que lui. On n'y pense pas. On a Daniel Cormier aussi, 39-40 ans, je pense, ses règnes en light heavyweight et en heavyweight. Stipe Miocic, qui a pas été en champion très très jeune. Donc clairement dans cette division-là, t'as beaucoup d'exemples de Ouais, gars c'est qui ont vrai. performé à C'est vrai, très c'est très haut niveau, qui étaient aux alentours de la quarantaine. Donc je te rejoins, je pense que Pereira, on peut parler d'un prime à 37-38 ans, peut-être 39, il peut encore progresser Ah potentiellement. ouais, je pense que, Ouais. enfin, t'as l'impression qu'en termes de maturité, ça continue, quoi. Donc Ouais. on verra parce que j'ai cru voir qu'il a dû faire face à pas mal de blessures, de problèmes de santé pour ce camp. Euh, Hmm. donc bon, bah ça c'est pareil, hein, c'est des choses qui peuvent être prises en compte. Ouais, Mais, et ce mais qui peut freiner, ouais, Ouais. aussi. Mais pour la suite, au-delà de l'aspect sportif, il faudra qu'il trouve un terrain d'entente pour pouvoir s'affronter avec Ankalaev. Mais c'est clair que s'il y a la possibilité d'un combat contre Jones en poids lourd, ouais, moi ça m'intéresse grandement. Je crois que personne pourra râler, même Ankalaev, s'il est un tout petit peu honnête, il va pas râler que Pereira aille Il chercher Jones viendra, chez il les poids vient, lourds, tu vois. ouais, bien évidemment, il viendra dire des choses, tu vois, mais Oui, mais honnêtement, ça se comprendrait à 200%. mm, Pour l'UFC, c'est le combat à faire. En mm, termes de pay-per-view, tu peux pas faire mieux, je pense, aujourd'hui qu'une montée de Pereira qui mm, essaye d'être le tout premier à être triple champ, enfin, avoir des ceintures dans 3 divisions de poids, peut-être pas simultanées, mais dans 3 divisions de poids différentes à l'UFC. Contre Jones, qui plus est, mm, mm, t'as vraiment un gros vendeur pay-per-view en Jones qui est considéré comme un GOAT malgré les controverses. ouais, De l'autre côté, tu as le nouveau visage du MMA, hein, Pereira. Je pense qu'on sera quasi tous d'accord pour dire qu'à à l'instant T, c'est potentiellement le nouveau visage. mm, mm. Et tu fais ça chez les lourds, qui est la division la plus intéressante pour le public américain. Oui, c'est le Ah bah combat à oui, faire, c'est le combat ah bah qui oui. vend. John sera favori, mais on aura toujours ce truc de Shama, tu vois, la magie noire. On sait pas. Il y a ce Mm, mm, mystère, il y a ce mystique, il y a cette intrigue. Ok, le dernier point. T'es peut-être le seul qui serait capable de me convaincre de enfin, de quelle serait la raison de continuer à faire des événements en altitude, parce que je trouve aucune raison valable. mm. Écoute, si alors la seule raison valable, ça serait l'aspect professionnel des combattants, dans le sens où tu as cette contrainte de lieu, tu as cette contrainte d'altitude, et bien tu te prépares en amont, et ça montre aussi le sérieux professionnel des athlètes. Et donc, on peut partir du principe que certains combattants perdent en altitude parce qu'ils n'ont pas pris en compte cet aspect-là. Donc, bah, tant pis pour eux, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, tu me demandes de choisir, de trouver un argument, je t'en trouve un, Ouais, mais c'est vraiment, mais j'y crois pas non plus. Moi, je suis vraiment pas fan des événements en altitude. Maintenant, quand il y a cette contrainte-là, bah, il faut, faut bah, s'y, faut s'y acclimater, point. 100% d'accord avec toi, parce que justement, on en avait parlé dans notre analyse avant. J'avais bien aimé, c'est quand c'est à Mexico City, le Ouais. compte Twitter qui avait regroupé tous ceux qui étaient venus, enfin, à quel moment les gens sont arrivés, les combattants sont arrivés à Mexico pour s'acclimater. J'aime bien Mhm, cet aspect stratégique. Le mhm. gros mais, c'est fais ça quand les combattants sont bien payés, parce que tous ceux de la carte préliminaire qui sont en 12-12, ouais, ça représente quand même un gros coup. On sait déjà que c'est compliqué pour les combattants de sous-carte de survivre financièrement. Si en plus de ça, on leur demande d'avoir une attitude professionnelle et de venir un mois à l'avance en altitude et de payer eux-mêmes leur Airbnb, de payer eux-mêmes leur coach qui s'éloigne de leur famille pendant un mois, voilà, j'aime un peu moins. Alors sur le co-main event, le main event, quelques combattants de la carte principale, ouais, clairement, je te rejoins. Faut faire preuve de professionnalisme. J'ai l'impression que certains avaient les moyens et ne l'ont pas fait, donc il y a une certaine déception par rapport à ça. Je suis très content de voir que Pereira a vraiment mis en place ce qu'il fallait pour cette victoire, notamment sur l'extra sportif, l'extra stratégie purement combat. Et il a vraiment stratégisé, on va dire, son camp d'entraînement. Donc ça, c'est un argument Mhm. pour.
Mais moi, en tant que fan, au-delà de ça, Oui. j'ai des nombreuses frustrations sur beaucoup d'événements qui ont eu lieu en altitude en me disant, ah, si on avait eu ce combat au niveau de la mer, il aurait encore plus délivré ou il aurait mieux délivré. Et t'as un peu cette déception de dire, OK, mais quel aurait été le résultat au niveau de la mer? Quel aurait été le kiff qu'on aurait pu ressentir au niveau de la mer? Et donc là-dessus, ouais, j'ai de plus en plus de mal. Quand je vois par exemple le PFL qui va à Salt Lake City aussi, c'est encore pire parce que là, les combattants sont encore moins professionnalisés qu'à l'UFC. Et là, c'était aussi, ça faisait de la peine à regarder, de la pena comme le co-main event. Regarder. Euh, Ouais, j'ai du mal. Colorado, je comprends parce que c'est historique, tu vois, c'est là où ils ont fait leur premier événement, donc pour cet argument un peu historique, d'accord, mais voilà, pour les fans, pour les combattants qui sont pas bien payés, je trouve ça un peu dommage et je reste sur ces positions. Ouais, bah écoute, moi je te rejoins hein, là-dessus. Hein. C'est vraiment les trucs. Si on peut avoir des combats un peu avec un meilleur cardio, clairement, je préfère sur le bord de la mer, au niveau de C'est la clair, mer. c'est clair. Mm, mm, mm. Ok, bon, on a fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre qui est sorti du lot pour toi? Bah, Le chaos de Buckley? Ouais, bah écoute, pour moi c'est toujours difficile de voir un Steven Thompson se faire éteindre, mais voilà, il y a un moment donné, là, Il se fait vieux, hein. Il se fait vieux. Au-delà de se faire vieux, tu vois, tu te retrouves dos à la cage, monter la jambe. Attends, il y a plus une question d'être vieux, là. Il y a une question de. On fait pas ça, tu vois. Mais ça n'arrivait Ça- pas ça à Thompson avant. Ah, bien sûr que non. Il avait une des meilleures sorties quand il se retrouvait acculé Ouais, à la cage. Là, il monte la jambe comme un débutant qui a peur d'un coup, tu vois. ouais. Ah, tu te fais éteindre, bah oui. Donc, au-delà de se faire vieux, je pense que clairement, il n'est plus du tout dans la compétition, tu vois. Il n'est Ouais, plus et du tu tout l'avais déjà dit, hein. Bah oui. Faut Écoute, arrêter de le mettre contre des gars qui sont en plein. Enfin, tu vois, Buckley là depuis sa descente en welterweight, il est sur une série de victoires. Tu sens qu'il a faim et tout. Thompson, voilà, on comprend hein, sur le business. après, L'UFC voilà, l'utilise pour faire monter des gars, mais mais la question, elle se pose aussi sur Thompson. Qu'est-ce que c'est quoi dans les négociations, quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ouais, tes négociations? Parce que on sait pas. Nous, on est toujours en train de dire UFC, mais ça se trouve, lui, dans sa tête, il veut refaire une course au titre, hein. c'est On vrai. l'a vu avec certains combattants qui ont plus rien à faire dans une course au titre et qui se font encore, tu vois, Anthony Smith qui nous parle de la ceinture. Enfin, mon ami, tu vois. Mais imagine un Anthony Ouais, Smith qui dit non, non, vas-y, mets-moi un gars au-dessus, je veux la ceinture, je veux la ceinture. Bah, ils lui ouais, mettent un c'est gars vrai, au-dessus. Donc, c'est vrai. ça se trouve, c'est ce qui est dit. Mais pour moi, oui, Steven Thompson, bon, bah, c'était bien, mais là, on doit laisser. S'il veut combattre, il doit se re-questionner sur ses objectifs. Mhm. Et, euh, et non, parce que Ouais, là, ça va pas du tout, quoi. 3 de ses 4 derniers adversaires, c'est quand même le nouveau champion Belal Mohamed, Shavkat Rakhmonov, potentiellement en futur champion, et Joaquin Buckley qui est sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires consécutives maintenant depuis qu'il est Ah ouais, descendu en welterweight, quoi. ah C'est pas des ouais. cadeaux, quoi. Et alors, je sais pas quel contrat il a, tu vois, mais moi, je pense que, enfin, tu signes le contrat hein, de toute façon, donc Bien sûr. s'il signe le contrat, il a sa responsabilité. Ouais. Et ouais, je suis vraiment, vraiment étonné de ses choix de carrière. Ah ouais. Je suis aligné avec toi. Il a 5 défaites sur ses 6 dernières sorties. Oh là là. Ah, on a Masvidal qui parle d'un retour. On peut faire la revanche entre deux avec ce côté, tu sais, le BMF OG versus le NMF. Tu vois, il y a un côté, voilà, ça t'a fait sourire. On peut faire ça. Ça peut être encore fun pour Thompson. Il a battu Masvidal. Masvidal qui revient et qui a pas été aussi actif que lui. Il serait potentiellement favori. Il y a une Mais, petite histoire sympa à créer autour. Moi, je suis pas mais ça contre. reste, ça reste vraiment étonnant, tu vois, parce que il se fait hyper contre Burns, hyper contre. Bon, non. On a quand même, il a combattu contre Luque et Neal qui étaient quand même en train de Ouais, monter, tu vois. Burns y perd, Belal Mohamed y perd, il leur book contre Kevin Holland où il y a une sorte de contrat ouais, entre on deux, reste comme quoi debout. ça Ouais, reste debout. Puis ils le mettent contre un Michel Pereira, c'est annulé 2 fois. Là, c'était un combat un peu fun. Enfin voilà, Michel Pereira, ouais, personne ne le voit devenir champion dans les 2 ans. Mais là, après, c'est Rakhmonov, Buckley, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? ouais. Il Mais fallait rester. je crois que Dana White avait fait une sortie. Hein. Donc la dernière annulation contre Pereira. Hmm. Pereira rate le poids
pas de rien, pas Ouais. d'énorme non plus. Et Wonderboy Thompson dit non, je refuse. Et je crois qu'il avait dit un peu genre j'ai 40 ans. Voilà, moi je m'attends à ce que mes adversaires fassent le poids. Voilà, il refuse alors que en général les combattants acceptent avec ce genre d'écart. Et je crois que Dana White avait fait une sortie un peu où il dit non, mais du coup je paye. En général, quand Mais on a attends, un qui rate le poids et que le il a combat est raté 200 annulé, grammes. ah c'était ça. Ah, c'est abusé, bah tu Ah m'étonnes. moi Non, en bah c'est tête, bon, alors c'est mérité le ouais. Rachmaninoff après et le Buckley. Voilà, en tête c'était genre 1,3 kg, un truc comme ça. Donc c'était, tu vois, Ah bah attends, moyen mais non, je moyen. vois 77,3. Ah bah, bon, bah voilà, la discussion est close. C'était bien mérité. Ouais. Ouais, mais voilà, c'était ça. C'est vraiment Dana White. En général, il donne le show money ouais. quand il y a un combattant qui rate la pesée et que le combat est annulé. Mais là, Dana White a dit non, je lui donne pas le show money parce qu'il râlait À sur 200 grammes, quoi. Wonderboy d'avoir annulé. Et moi, de tête, je me souvenais m'être dit, ouais, il est à la limite où c'est acceptable ou pas. Mais je peux me tromper. Voilà, j'avais en Mais tête que écoute, c'était là, un tout petit peu non. plus que 1 kilo. Si tu me dis 200 grammes, effectivement, je peux C'est ce que... comprendre la réaction de Dana White. Et Ouais. Bah ouais. bon, après, je Et- peux comprendre aussi Wonderboy Thompson qui donne, les gars, à un moment, faut être professionnel. Tu rates la pesée, ta Non, mère, bah tu vois. bon. Si c'est réellement 200 grammes, hein, c'est ma source, c'est Tapologie, donc peut-être qu'il y a une erreur, hein. Mais Ouais. si c'est réellement 200 grammes, c'est abusé, quoi. J'ai Bref. vite fait. Bon, après, Ah, ouais, c'est pas. attends, non. Est-ce que c'est pas... Est-ce Non, que... non, non. Est-ce que... Est-ce que... 78,9. Ah, c'est 78,9. vrai. C'est Steven Voilà. Thompson qui était à 77,3. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, je suis bête. 77,3, t'es dans la tolérance. Bah ouais. Donc c'est 78,9. Donc il rate de 1,5 kg. Voilà, c'est ça. C'est Ça commence 1,5 à kg. faire. Donc tu vois, t'es Mm. sur cette frontière-là. Et donc voilà. Donc là, ouais, je me souviens m'être dit, ouais, Dana White exagère un tout petit Ouais, peu parce que 1,5, ouais, ça commence à faire. voilà. Donc là, Mm. ils l'ont bien puni Ouais. alors qu'il méritait pas une telle Donc il mérite punition. pas. Non. Non, Autant voilà. pour On vous, revient. autant pour Hop, marche arrière. On espère que les gens sont pas des. Imagine les gens, ils ont rage quit. Ah non, Brian, il exagère. Je dégage. Et voilà, ils savent pas que t'as changé d'avis. Bon, bref. Ok, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. S'il y a des combats à regarder, moi j'ai pas encore regardé tout, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. Des trucs ou des combattants comme ça qui valent le coup et vous pensez qu'on les verra d'ici quelques temps comme des futurs talents, quoi. N'hésitez Ouais, pas à nous le faire savoir. quand je regarde la carte comme ça, j'ai pas l'impression que. Enfin, tu vois, la plupart sont des noms qu'on connaît déjà depuis un petit temps et qui sont dans leur bulle de classement, on va dire, et qui ne devraient pas trop percer. Il y a juste Harrison, voilà, Harrison contre Pena, je pense que c'est le combat qui se fera. Et je crois que Harrison sera au-dessus, quoi. Donc, voilà. Son plus gros combat, Harrison, ce sera la balance, parce que là, on l'a vu à la pesée, elle a de nouveau réussi le poids, mais c'est de nouveau dans la tolérance. Et un LB, pas LBS du coup, 1 pound, dans cet état-là, il faudra aller le chercher, quoi. Il faudra peut-être se raser la tête. Ouais, c'est impressionnant qu'elle descende à ce point-là. Hein. Ouais, très, très, très. Ouais, non, sur le ski en dessous, non, j'ai rien regardé. Je pense que je vais rien aller regarder. Oh, ouais, non, il n'y a rien qui m'intéresse. On a du temps de famille à prendre en priorité dessus. C'est clair. Brian, merci beaucoup, les amis. Merci à toi. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.